Oui, alors ce que je veux présenter, en fait, c'est des photos qui sont anciennes. Enfin, c'est pas parce qu'on est vieux que c'est pas bien. Donc, j'ai intitulé Du Lotaret à l'Izoard. Ça correspond à la 141e session extraordinaire de la Société botanique de France, en juillet 2007. Les photos, évidemment, peuvent être toujours d'actualité. Ce que vous voyez là, c'est la neige. Donc, on la verra à plusieurs occasions. Alors, en fait, on a excursionné donc, la région du col de l'Izoard et de la Meige. Donc, on est dans le parc des Écrins, quand on fait ça. Et ensuite, on ira pas vraiment dans le parc naturel régional du Queyras, mais à l'entrée, parce qu'on ira au col de l'Izoard, et puis on regardera des marais qui sont par là. Le col de l'Izoard étant en fait la porte d'entrée du parc régional du Queyras. Alors, plus précisément, voilà ce que je vais vous présenter. D'abord, on fera une première station aux alentours du col du Lotaret. On passera ensuite sur la face nord de la Meige. Et puis ensuite, on ira donc dans le Briançonnais, alors avec d'abord à Servières, et puis les environs de Servières, et puis le marais du Bourget, et puis le col de l'Izoard. Voilà ce qu'on va faire. Alors on commence par le col du Lotaret. Alors bon, le jardin du Lotaret, il est là. Bon, il a été visité le dernier jour, mais je vais vous le présenter. En fait, au col du Lotaret, on a focalisé les observations des plantes qui se trouvaient près des sources de la Guisane. Les sources de la Guisane, elle prend sa source par ici. On voit, elle s'écoule là, hein, et puis ensuite passe à travers ces bois-là, puis elle descend dans la vallée qui va vers Briançon. Donc, ce sont les prairies et les rochers qui se trouvaient dans cette région-là que je vais vous présenter en ce qui concerne le col du Lotaret. Ah oui, par le photo de groupe. C'est pas la SAGA, c'est la Société botanique de comme ils sont passionnés. Hein. Bon. Alors, Erechlum spondylium, donc c'est la grande berce, mais c'est une grande berce particulière. C'est pas la grande berce qu'on a chez nous en plaine. Cette grande berce-là, elle est spécifique au milieu montagnard, au milieu subalpin. Elle se différencie c'est la sous-espèce élégance, elle se différencie donc dans la sous-espèce continentale, sous-espèce de plaine, par des feuilles qui sont beaucoup plus divisées que celles de chez nous. Non, c'est l'inverse, c'est celle de chez nous qui a des feuilles beaucoup plus divisées. Là, au contraire, elles sont pas tellement divisées. Ensuite, encore une apiacée. Alors celle-là, c'est la Pimpinola major. C'est ce qu'on appelle le bouquage à fleurs rouges. On le trouve de 0 à 2000 mètres, donc en plaine aussi, mais il est très abondant en montagne. Prairies et boulis de montagne, il est présent dans toute la France. Alors là, la Ranunculus alaconitifolius, milieu humide de montagne, c'est pour ça qu'on la trouve donc près des sources de la Guisane, présent aussi dans tous les massifs montagneux d'Europe, et évidemment dans tous les massifs montagneux français. Alors c'est une plante au port assez large, comme vous voyez, à des feuilles palmées et des fleurs plus ou moins en grappes. Là, bon, il n'y a pas beaucoup de fleurs, mais ça forme quand même des grappes, en milieu montagnard humide. Et cette allure générale avec en même temps le type de milieu humide montagnard, donc ça permet une reconnaissance relativement aisée de cette plante. Autre plante, Xanthorrhoea uniflora. Xanthorrhoea uniflora, c'est une endémique des Alpes. Une endémique des Alpes, dans les prés secs, les rocailles, c'est une plante qui fait jusqu'à 30 cm de haut, pas plus. Il y a un seul capitule, ce n'est pas le cas de toutes les Xanthorrhoea, il y a un seul capitule qui est assez large puisqu'il peut atteindre 6 cm de diamètre. Et les tiges et les feuilles sont couvertes d'un duvet blanc, ce qui font qu'elle est facilement reconnaissable. Vous voyez, on devine bien un duvet blanc sur les feuilles. On peut grossir encore plus, mais ça risque de ne pas être net. Donc ce duvet blanc est une des caractéristiques de cette espèce. Un trèfle. C'est le trèfle des prés, mais le trèfle des prés, variété villosum. Alors, les inflorescences, elles peuvent être blanches, rosâtres ou jaunâtres. Ici, on a la variété rosâtre. Et la variété villosum, elle se diffère des autres variétés c'est toujours le trèfle des prés, des autres variétés de trèfle des prés par un port prostré comme ça et une pilosité plus abondante. Et ça, ces deux caractéristiques en fait sont assez fréquentes dans les plantes de montagne, le fait d'être prostré et d'avoir une pilosité importante.
Les saules, on a rencontré pas mal de saules. D'abord, Salix appendiculata. Alors ça, c'est un saule qui peut être assez grand, il peut atteindre jusqu'à 7 à 8 mètres. C'est pas le cas de celui-là. Et lieu humide de montagne, hein, évidemment, étant donné le lieu qu'on a choisi pour la visite. Les feuilles sont très réticulées, ça se voit ici, et les nervures sont très visibles. Et les chatons apparaissent en même temps que les feuilles. C'est aussi une des caractéristiques, c'est pas le cas de tous les saules. Un autre saule dans la même zone, c'est Salix caesia. Salix caesia, c'est un petit saule qui fait au maximum 1 mètre, hein, entre 20 cm et 1 mètre, plus ou moins couché, bon ça ne se voit pas sur la photo, prairie légèrement humide. En fait, tout ce qu'on va voir là, évidemment, au col de Blotaret, c'est prairie humide, puisqu'on a choisi ce milieu-là pour faire notre excursion. Alors, on l'appelle césia, bon ça ne se voit pas bien, parce qu'il a en fait le dessus des feuilles qui est légèrement bleuâtre, hein, donc enfin, un peu avoir les yeux de la foi pour le voir, bon, mais son nom est dû à ça. Et le dessous, par contre, est plutôt glauque, vert glauque. Alors, encore une apiacée, là il s'agit d'Angelica sylvestris. Alors, en fait, on ne voit pas ses caractéristiques, hein. C'est la sous-espèce Bernardier qui est des montagnes, mais on ne voit pas ses caractéristiques, parce que les caractéristiques, pour les différencier de celles de plaine, de l'angélique de plaine, c'est que c'est le nombre de bractéoles autour des ombellules. Alors là, évidemment, on n'a rien pour le vérifier. Je vous demande de me croire sur parole. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans le bouquin. Bon. Alors un superbe œillet, Dianthus pavonius. Bon, Dianthus pavonius, là il est en début de croissance. Hein. C'est une plante des mégaphorbiae, des bois clairs, dans les montagnes de France. La tige, le cœur de la plante est violacé, le cœur de la fleur est violacé, et la tige est très nettement est creuse. C'était à quelle époque tout ça C'était en juillet. C'est en juillet. Ensuite, l'Athyrus ocraceus. Alors ça, c'est un Athyrus qui est assez facile à reconnaître à cause de la couleur de ses fleurs. C'est jaune ou orange. Et sa taille, c'est dans les 60 cm. Hein, entre 20 et 60 cm. Donc elle est assez caractéristique et facile à reconnaître. C'est ce qu'on appelle la gesse jaune. Alors, on a une plante assez caractéristique et qui, en fait, n'est pas encore menacée de disparition, mais ça risque de ne pas tarder parce que son milieu naturel est de plus en plus détruit. Il y a les milieux où elle pousse, qui sont des milieux plus ou moins marécageux. Hein, généralement, c'est ce qu'on remblait pour faire passer des routes ou construire des maisons. Et donc, elle n'est pas menacée de disparition, mais elle est quand même, disons, menacée. Mais c'est une grande classique des milieux humides. Hein. Voilà une plante intéressante, c'est le Dracocéphalum mauritiana, ce qu'on appelle la tête de dragon. C'est une plante qui mesure 10 à 30 cm. C'est une lamiacée. La reconnaissance est relativement facile, il y a bien guère de plantes qui lui ressemblent. Elle est caractéristique des pelouses subalpines et alpines, mais sa distribution est très vaste parce que c'est une plante eurasiatique. En France, elle est dans les Alpes où elle est assez rare finalement. On ne la voit pas à chaque balade dans la région. Bon, ça, c'est un Oxytropis campestris. Lui, bon, il est très classique. Oxytropis campestris, Oxytropis campestris, qu'on appelait avant Astragalus campestris. Il y a beaucoup d'astragales qui sont passées dans les Oxytropis relativement récemment, quand la botanique a été revue. Hein, et en fait, il y a une différence assez, bon, qu'on ne voit pas bien, mais qu'on verra peut-être sur la photo suivante, différence assez simple pour reconnaître un Oxytropis d'un astragale, c'est le pétale de la carène chez les Oxytropis, il est pointu le plus souvent et dirigé vers le haut, ce qui n'est pas le cas des astragales où c'est plutôt rond. Bon. Je crois que sur une deuxième photo, bon, mais on ne voit pas bien là. On en verra d'autres Oxytropis où on voit bien cette différence-là, peut-être que c'est ça. Bon, ça c'est une grande classique des montagnes, Antillis vulneraria, plante très fréquente. Bon, et dans les Pyrénées aussi, sur pelouse subalpine. Ils n'ont pas donné la sous-espèce. Non, alors, ouais, non. Je vais éviter d'en parler. En fait, il y a les deux sous-espèces les plus fréquentes, il y a Vulnerarioides et Alpestris.
Alors celle-ci, c'est peut-être Vulnerarioides, hein, je pense. à cause de ces tiges qui sont plutôt courtes. Mais bon, je ne sais pas exactement. Alors ça c'est un polémonium. Polémonium ceruleum. C'est une famille des Polemoniaceae. C'est une plante assez spectaculaire, le plus souvent, comme ici, en colonie relativement importante. Et c'est une plante assez haute quand même, hein, elle peut atteindre 80 cm facilement. Alors en fait, le genre, ce genre-là, le genre Polémonium, en France, il n'y a que cette espèce-là. Il n'y a que le céruleum, mais en fait, c'est une plante qui renferme 25 espèces. Et elle est surtout répandue dans les régions froides, hein, et entre froides et tempérées. Il n'y a qu'une seule espèce en France. On trouve alors, je me suis renseigné sur sa répartition et j'ai trouvé qu'elle était surtout présente dans les Pyrénées centrales, le Jura et l'Auvergne, ce qui n'est pas la région du Lautaret. Et donc, elle pourrait être occasionnelle d'ailleurs, ou alors naturalisée. Voilà pour le Lautaret. Alors on va passer donc maintenant à la face sud de la Meije. Alors on est parti donc de la Grave, on a pris le téléphérique et on s'est arrêté au premier tronçon. Et puis on a excursionné dans ce secteur-là, autour de l'arrêt du téléphérique, et puis on est descendu un peu par là. Voilà la Meije, on la verra en dehors des nuages plus tard. Et puis ça, c'est vu vers la vallée. Alors, le téléphérique par-delà, c'est la Grave. Là, dans cette photo, je tourne le dos à la Meije. Alors, une véronique, c'est Veronica allioni. Et Veronica allioni, c'est une endémique des Alpes occidentales. Pelouse alpine, pauvre en éléments nutritifs, oligotrophe. Hein. Et c'est une véronique qui a une allure couchée, elle est couchée et en étant couchée, elle a une taille de 15 cm à peu près, 10 à 15 cm. Alors, elle peut ressentir. Le fait qu'elle soit couchée, son port couché, c'est une de ses caractéristiques principales. Parce qu'elle ressemble, si on n'y fait pas trop attention, à Veronica spicata, mais Veronica spicata est plus haute parce qu'elle est dressée. Elle ne rampe pas comme ça sur le sol. Donc on la reconnaît assez facilement. Et puis les feuilles de Veronica allioni sont dentées, comme on le voit là, ce qui n'est pas le cas sur Veronica spicata. Une autre véronique, en Veronica fruticans, alors elle est bien dressée, dans les mêmes lieux toujours, c'est ce qu'on appelle la véronique des rochers, qui fait 5-15 cm à peu près. Alors elle est très fréquente en altitude en France, on la trouve jusqu'à 3000 mètres. Surtout les Alpes-Pyrénées, et ailleurs elle est beaucoup plus rare. Alors ici on a encore une plante qui a changé de nom, c'est Jacobea incana. Alors qu'on appelait avant Sensio incanus. Alors il y a beaucoup de Sensions qui ont perdu leur nom de genre à l'occasion de remaniement de la systématique. Et le genre Jacobea a pris du galon parce qu'avant c'était une espèce, ça n'était connu que comme espèce de Sensio Jacobea, qui était la grande plante jaune qu'on trouve dans notre région. Et à leur remaniement, il y a beaucoup de Sensons qui se sont retrouvés en Jacobea, dont celui-là, Jacobea incana. C'est une plante très caractéristique et très belle, qui mesure 15 à 20 cm de haut. Alors on la trouve jusqu'à 3400 mètres. Alors, il y en a qui l'appellent le génépi jaune. Bon, il faut bien reconnaître que ça ne ressemble pas trop quand même à un génépi. On en verra tout à l'heure des génépis. Alors là, c'est autre chose qui a changé de nom. Ça s'appelait avant Silène rupestre. Là, ça s'appelle Atosion rupestre. C'est un nouveau nom de genre. C'est une silène des rochers, 10 à 20 cm. Alors, au milieu, plutôt les rocailles acidiphiles. Alors, on le trouve de 0 à 2800 mètres. Alors, on peut le trouver en plaine, mais moins fréquente en montagne. Mais sinon, en dehors de la France, on le trouve dans toute l'Europe centrale et l'Europe boréale. Alors, un hieracium. Alors, les hieraciums, c'est un genre que j'aime pas beaucoup, parce que, enfin, du moins, j'aime pas beaucoup le déterminer, parce que c'est souvent quasiment impossible. La clé d'identification des hieraciums dans Flora Gallica fait 26 pages.
C'est écrit petit, la Gallica. Alors, ça vous donne une idée de sa complexité. Et en plus, alors bon, il y a 16 groupes de hiéracium, 115 espèces d'Amphora gallica, et encore, des fois, on ne va même pas jusqu'à l'espèce. Bon, c'est vous dire la complexité. Donc, c'est très difficile, sauf pour celle-là. Sauf pour ça, parce qu'elle a deux caractéristiques essentielles. Sa tige, il y a des poils glanduleux sur la tige, ce qui est loin d'être le cas de tous les hiéraciums. Alors des poils glanduleux qui sont mélangés à des poils normaux, donc il faut regarder de près. Et puis la forme de ces feuilles. Ces feuilles sont en batte de baseball, si je pourrais dire. Elles sont incurvées. Hein. Ça, c'est une de ces deux caractéristiques. Ces feuilles et sa tige. Et grâce à ça, donc, on peut être sûr que c'est Hieracium glanduliferum. Donc glanduliferum à cause des poils glanduleux. Ouais, voilà. Voilà les poils. Alors, il n'y a pas que des poils glanduleux, mais il y a des poils normaux, si on peut dire aussi. Alors là, un Vaccinium unigenosum, c'est les raies des marais. Hein. C'est un sous-arbrisseau qui mesure 30 à 80 cm, hein, c'est pas très très grand. Bon, ça, c'est une plante qui est très connue, hein, donc les fleurs blanches ou rougeâtres. On le trouve dans les marais, les landes, les bois humides. Et des montagnes plutôt siliceuses. Alors très répandues en France, on la trouve un peu partout, en particulier le Massif central, il y en a plein en particulier, et puis un peu partout dans le monde aussi. Ah, voilà quand même la neige, vous voyez, donc sans les nuages de vent. La clématite, alors ça c'est une grande classique des Alpes, hein, la Clématis alpina. C'est une liane grimpante, vigoureuse, et possède 4 pétales, comme on le voit très bien là-dessus. Alors elle est dans toutes les Alpes, de l'Est à l'Ouest, ainsi qu'en Sibérie, entre 1000 et 2400 mètres. Alors on peut la trouver en plante, mais en plaine, mais elle n'existe pas à l'état naturel. Elle a été introduite, quand on la trouve en plaine. Alors ça, c'est un antennaria, c'est Antennaria carpatica, c'est le pied-de-chat des Carpates. Alors, on voit beaucoup aussi chez nous le dioïca, Antennaria dioïca, mais il s'en différencie du dioïca par la couleur rouge qu'on trouve sous les fleurs, qui correspond au sépale. Alors, on la trouve dans les pelouses alpines, sur sol acide, oui, c'est ça, acide, et en station exposée au vent. Alpes, Pyrénées et bien sûr les Carpates, d'où elle tire son nom. Alors ça, c'est une astrance, c'est Astrantia minor. Alors on connaît beaucoup la grande astrance qui est très spectaculaire et très jolie. Et la petite astrance, on fait souvent pas attention à elle. Hein. C'est une plante qui fait 20 à 40 cm de haut et qui pousse entre 900 et 2900 mètres. C'est une endémique d'Europe. Alors, il y a une différence, à part la taille, il y a une différence avec la grande astrance, c'est que la grande astrance, elle a 5 folioles, oui, c'est bien ça, 5 folioles pour la grande astrance contre 7 pour la petite astrance. Alors là on ne voit pas bien le nombre de folioles, mais c'est une des différences essentielles, à part la taille. Alors ça, la photo est à l'endroit, hein, elle n'est pas touchée sur le côté, hein, c'est pris sur un versant, on voit d'ailleurs que ça continue à descendre par là. Alors c'est la seule marguerite des Alpes. C'est la marguerite des Alpes, c'est la seule espèce du genre, hein, c'est le Granthemopsis alpina. Le genre Lecoptemopsis, il n'y a que alpina. Il n'y en a pas d'autres. C'est seulement les Alpes du Sud. Comment? C'est seulement les Alpes du Sud. Parce que... Non, Alpes et Pyrénées-Orientales. Donc, milieu pelouse, hein. Pelouse, donc jusqu'à 20 cm maximum. Alors une autre classique des Alpes facilement reconnaissable, c'est la Bartia alpina. C'est une eurobanchassée. Alors maintenant, la famille des eurobanchassées a récolté tout un tas de genres suite à la pulvérisation de l'ancienne famille des Scrofulariacées. Il y en a beaucoup qui sont trouvés dans les eurobanchassées. Donc quand on étudie la morphologie de la plante, des racines, etc., on trouve que c'est justifié. Mais ça, là, elle a toujours été dans les eurobanchassées.
Alors c'est un hémiparasite racinaire hein, qu'on trouve dans les prairies humides, hein, les combats neige. C'est une arctico-alpine hein, qui est très courante dans les montagnes européennes et dans tout l'arc alpin, dans toutes les autres montagnes d'Europe. C'est pas du tout une plante. Région froide et tempérée de l'hémisphère nord. Alors, le genre Bartia, c'est aussi un genre dont on a la chance, nous, d'avoir que 2 espèces en France, la Bartia alpina, et puis récemment, suite à modification de la systématique, on a récupéré Bartia trixago, qui s'appelait avant Bellardia trixago. Donc on a 2 Bartia en France, alors qu'il y en a 55 espèces dans le genre. Évidemment, dans les régions plus froides. Ça, c'est un sexifrage, hein, Saxifraga bryoides. Alors qu'il est commun sur les pelouses rocailleuses, les rochers siliceux. Le feuillage est très dense, vous voyez, c'est très très serré, ça évoque un peu une mousse, hein, mais c'est pas Saxifraga mucoides. Un feuillage très dense évoquant la mousse, un peu comme mucoides, hein, mais il en est différent. Alors, on le trouve entre 1700 et 3003. Alors voilà un génépi, qui aurait été malheureux de ne pas montrer des génépis quand même. Alors c'est Génépi erianta celui-là. Génépi erianta, 5 à 20 cm, Alpes internes du Sud et Pyrénées, entre 2002 et 3000 mètres. C'est une espèce très rare et qui est protégée. Alors, choisissez autre chose pour faire votre génépi. Puis dans le commerce, on en trouve du très bon. Ça évite de cueillir trop les plantes génépi. Donc celle-là est interdite, protégée, interdite à la cueillette. Celle-là, pardon, c'est le même. Ça, c'est un détail hein, pour vous montrer qu'elle est bien protégée du froid avec tous ses poils. Alors, une autre espèce, celle-là, la cueillette est autorisée. C'est donc Artemisia abelliformis. Alors, elle a eu plusieurs noms, abelliformis, ça s'est appelé Mutilina ou Artemisia laxa. Tout ça, c'est synonyme. Alors, celle-là, la cueillette est autorisée, mais elle est réglementée. C'est-à-dire, par exemple, dans les. Je crois que c'est les Hautes-Alpes, il faut que je vérifie ça. Oui, dans le département des Hautes-Alpes, eh bien, on a le droit d'en cueillir pas plus qu'une poignée. Donc, autrement, on a intérêt à avoir des grandes mains. Hein. Mais le mieux, c'est de ne pas en cueillir parce que c'est pareil, ça va faire comme l'autre, elle va finir par être menacée. Alors, ça, là, cette plante s'appelait la Loedia serotina. Avant, elle s'appelle maintenant Gagea serotina. C'est une plante de 5 à 15 cm. Elle est assez commune, hein, elle vit dans des habitats plutôt froids. Mais par contre, il lui faut beaucoup de lumière. Dans les pelouses de haute montagne. Alors, elle est très répandue quand même, elle n'est pas rare, hein, Savoie, Dauphiné, Provence. On la retrouve en Asie aussi et en Amérique du Nord. Le Silenacole. Alors là, le Silenacole, celui-là, la variété bryoides, hein, mérite bien son nom de Silène acole, parce qu'elle n'a vraiment pas de tige. On a des fleurs qui sont directement, il n'y a pas de tige. Alors qu'avant, il y avait ce qu'on appelait le silène, le silène acolis. Là, c'est la sous-espèce bryoides. Le silène acolis, sous-espèce acolis. Le nom acolis veut dire sans tige. Lui, au contraire, il a une petite tige. Alors bon, c'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc le silène acolis qui mérite le nom, c'est la variété bryoides. Et le silène acolis type, c'est celui qui a la sous-espèce acolis et qui a une tige. Bon, tout ça, c'est pour vous compliquer l'esprit pour la suite. Je crois que j'ai une photo de plus près. Non, c'est pas ça. Voilà. Encore un saule. Alors là, c'est dans les saules rampants. Salix retusa. Salix retusa, c'est un saule nain. Alors, les rameaux sont en surface. Vous voyez, on voit le tronc du saule qui donc est sur le rocher. Et la position du tronc est une des caractéristiques des différentes espèces de saules nains. Et la position donc, des groupes de fleurs par rapport aux feuilles qui se trouvent autour. Alors la plante, elle fait quoi? Moins de 10 cm de haut, elle peut faire 80 cm de long en rampant sur la pierre. Donc là, les feuilles entourent les chatons. Hein, il y a 8 à 20 fleurs pour chaque groupe de feuilles. Alors c'est une des caractéristiques, le nombre de ces fleurs et la disposition par rapport aux feuilles. Donc là, c'est Salix retusa.
Le Salix herbacea, il rampe aussi sur le sol, mais la tige ne se voit pas. Elle est sous la surface du sol. Alors, il est pareil, il est à l'horizontale, je crois qu'il fait une quarantaine de centimètres, je crois, hein, je ne vais pas remarquer, mais je crois que c'est ça, une quarantaine de centimètres au total. Et là, vous voyez, les chastons sont beaucoup plus petits, hein, et il n'y a pas le gros paquet de feuilles qui est autour. Hein. C'est aussi une de ses caractéristiques, à part la tige qui se trouve sous la surface du sol. Salix herbacea. Il n'y avait pas de pied mâle alors. Comment? À tout vous relever, tous les saules, il n'y a pas de pied mâle. Il n'y a pas de photographie de pied mâle. Ouais. Parce que souvent, les pieds femelles sont plus attrayants. Excusez-moi. Non, mais c'est intéressant. Je ne savais pas. Le voilà en détail, là. Voilà le Salix herbacea. Bon, ça, on ne le présente plus. Hein. Vous auriez été déçus si je n'avais pas montré les DLS. Bon. Léontopodium, qui s'appelle maintenant Léontopodium nivalis, sous l'espèce Alpinum. Il a aussi changé de nom. Il s'appelait Léontopodium alpinum dans le temps. Bon, alors, contrairement à la légende, enfin, moi, mon avis personnel, c'est pas une plante elle est emblématique, elle ne mérite pas d'être emblématique. Je vais vous montrer des plantes tout à l'heure qui seront beaucoup plus emblématiques des Alpes que cet Edelweiss. Et enfin bon, c'est une plante qui est spectaculaire, c'est vrai. Hein, mais elle est, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, il n'est pas très rare. L'Edelweiss, il n'est pas très rare. On en voit beaucoup. Donc, sur le Monteviso, il y avait des prairies. Ouais. Donc, on ne va pas lui faire cet honneur de parler trop longtemps de lui. On va passer à la suite. Alors, Sempervivium montanum, Joubarbe des montagnes. Alors, ça, c'est une très jolie plante, Sempervivium montanum, c'est une crassulacée, ça Joubarbe des montagnes. Les feuilles, alors, sa caractéristique, il y a Sempervivium tectorum qui lui ressemble assez. Hein, il faut être assez près pour faire la différence. Tectorum, ça veut dire qu'il y a sur les toits. Alors non, mais on la trouve aussi en terre. Donc la différence essentielle, c'est les feuilles, la pilosité sur les feuilles de montanum. Alors cette plante, elle n'est pas très rare dans les Alpes et les Pyrénées. Et toute la plante, donc je vous disais, est couverte d'un feutrage. Je dois avoir oui, il y a une autre. Donc vous voyez, on voit bien le feutrage qu'il y a sur les plantes. Alors ça, sur Sempervivium tectorum, que je ne vais pas vous montrer là, j'en ai pas, et les feuilles sont lisses. Une gentiane, Gentiana brachyphylla. Alors les gentianes, pour les identifier, on a besoin souvent de voir les feuilles de la base, et puis la tige. Alors celle-là, bon, j'ai pas eu trop à mettre à plat ventre parce qu'elle était en bord du chemin, et juste, celle-là, elle plante, elle pousse vraiment juste à la limite du talus. Donc on la voit, la plante entière, on peut l'identifier sans problème. Donc là, c'est Gentiana brachyphylla. Alors, on voit bien les feuilles de la base, et le calice, hein, avec sa forme caractéristique pour Gentiana brachyphylla. À elle réduite en particulier. Alors, on le trouve dans les Alpes entre 1800 et 3002. Alors voilà, moi, ce que j'appellerais plutôt un emblème des Alpes. Hein. C'est l'Etrecium llanum, qui est beaucoup plus rare que l'Edelweiss, hein, et qui est protégé, hein, ne pas le cueillir. L'Etrecium llanum, ce sont des bouquets magnifiques. Bouquets magnifiques, on trouve de 2005 et jusqu'à 3600 mètres, donc assez haut. Et la corolle a toujours un bleu azur comme ça. Elle pousse que dans les Alpes. C'est pour ça que c'est mérite aussi non seulement par son allure, mais aussi par sa localisation, d'emblème des Alpes. Elle ne pousse que dans les Alpes, de la Franche à l'Autriche, et les Carpates aussi. C'est une plante rare, donc, je pense que je vous l'ai déjà dit, donc qui ne doit pas être cueillie. Voilà, un peu plus gros ce que ça donne comme plante. Je crois qu'on appelle le roi des Alpes, d'ailleurs. C'est le roi des Alpes, d'ailleurs, oui. C'est comme ça qu'on l'appelle, oui. Une dernière vue sur ce qu'on peut voir encore de la Meige, et puis on va passer donc dans le Briançonnais. Nous y voilà. Alors ici on a donc le village de Servières. On va excursionner déjà un peu dans ce coin-là. En fait, on va aller à pied tranquillement à l'allure de botaniste, c'est-à-dire
pour excursionner donc le long du chantier et des alentours qui vont nous mener jusque donc au marais du Bourget qui commence ici et qui s'étend jusque par là. Le Bourget, c'est le tout petit village qui est là, ça n'a rien à voir avec le Bourget qu'on connaît. Voilà, donc le village de Servières, et puis donc les alentours. Je crois que c'est encore une photo. Voilà le type du milieu dans lequel aussi on a été se promener. Donc là, voilà un épilobe. Il a aussi changé de nom. C'était l'ancien Epilobium fléchéri, qui s'appelle maintenant Epilobium dodonei, sous-espèce fléchéri. Alors, c'est la famille des Donagracées. C'est un très bel épilobe, et on a souvent c'est facile de voir des touffes, parce qu'en fait, la souche produit beaucoup de tiges, et alors ça nous fait évidemment des bouquets. On observe facilement des bouquets. Ça fait quelle taille? Et ça peut couvrir des surfaces importantes, et ça supporte peu la concurrence. Ça fait quelle taille? C'est pas haut, ça fait quoi 30 cm, 40 maximum, quoi. Souvent plus petit. Hein. Alors 1600, 1700 mètres, 1600, 2700 mètres. Mais alors, bon, des fois, on appelle ce qu'on appelle des phénomènes. Les éboulements peuvent emmener les graines assez basses, et on peut trouver, dans ces cas-là, ces plantes-là, par exemple, à 800 mètres. Mais c'est pas typique. C'est ce qu'on appelle des phénomènes. C'est des observations abyssales, si on peut dire. Ah ben là, voilà, de plus près. Oui, elle est belle quand même. Alors là, on a deux plantes qui normalement ne doivent pas pousser ensemble. Enfin, si, c'est à l'époque, la photo en a une preuve. Alors là, on a Campanula trachelium, et puis qui partage le site avec Centranthus angustifolius. Alors, Campanula trachelium, cette campanule, c'est une plante de sous-bois herbacé en général. Et alors que Centranthus angustifolius, qui est mélangé, c'est une plante d'éboulis mouvants. Alors pourquoi on la trouve là? Simplement, c'est qu'on avait ces éboulis mouvants en bordure d'un bois. Hein. Donc, juste près de la lisière, on a eu donc le privilège de pouvoir observer ces deux espèces en même temps, en mélange. Une autre campanule, alors celle-là est très très classique, c'est Campanula cochlearifolia. C'est la campanule fluette. Hein. Alors celle-là est très petite, hein, 5-12 cm seulement. Et elle est très commune en montagne. Hein. Et on la rencontre presque à toutes les altitudes, entre 800 et plus de 3000 mètres, hein, 3002. Alors pareil, par éboulis avalanche, on peut l'observer, mais jusqu'à 200 mètres, notamment dans les vallées de montagne seulement. Alors là, on a une fabacée, Lathyrus heterophyllus. Alors Lathyrus heterophyllus, les feuilles sont le plus souvent à 4 folioles, comme on le voit ici, hein, et elles ressemblent quand même beaucoup à une autre Lathyrus, qui est Lathyrus latifolius. Mais Latifolius, elle possède 2 folioles seulement. Là, on voit qu'il y en a bien plus que 2. Hein, et la différence essentielle avec l'autre, avec Latifolius, c'est que Latifolius n'a que 2 folioles aux feuilles. Sinon, c'est à peu près la même allure et à peu près les mêmes couleurs. Alors 400-2200 mètres, hein, cette plante dans les Alpes. Alors voilà une plante intéressante, hein, c'est Solidago virgaorea. Alors tout le monde connaît le Solidago canadensis, ça n'a rien à voir. Canadensis, c'est une espèce introduite. Solidago virgaorea, c'est pas un petit canadensis, hein, c'est une espèce à part entière, hein, qui est typiquement européenne. Hein. Virgaorea, alors il y a 2 sous-espèces. Il y a une espèce qui pousse en montagne et une espèce qui pousse en plaine. Et l'espèce de montagne, c'est la variété minuta, c'est pour ça, parce qu'elle est petite qu'on l'appelle comme ça, elle est plus petite que la variété qu'on trouve en plaine. Bon, on la trouve sans trop la chercher, mais on ne la trouve pas à chaque virage. Hein, pas, moi, j'étais bien content de la voir. Hein, on ne la voit pas si souvent que ça. Alors, pelouse rocailleuse et éboulie, hein, entre 1500 et 2800 mètres. Hein. C'est le type. Minuta, c'est celle qu'on trouve entre 1500 et 2800 mètres. Et le type, c'est celle qu'on trouve en plaine, c'est la sous-espèce virgorea, hein, qui, elle, pousse à basse altitude jusqu'à 0 mètres à environ 2000 mètres. Un Adenostyles alpina, hein, avant elle s'appelait Adenostyles glabra. Elle ressemble beaucoup à Adenostyles aliariae,
c'est à peu près le même port, à peu près les mêmes feuilles, mais elles sont beaucoup plus répandues et elles sont différenciées, alors on ne le voit pas là, par des oreillettes à la base des feuilles. Alors évidemment là on ne voit pas la base des feuilles, hein, il n'y a pas d'oreillettes. Alors, à la base des feuilles on verrait qu'il n'y a pas d'oreillettes, mais là on ne peut pas, il faut me croire sur parole, on peut voir ni les mots. Je n'ai pas caché les feuilles, les oreillettes. Alors voilà un autre hiéracium. Alors celui-là, il s'appelle Hieracium tomentosum. L'autre s'appelait Glanduliferum parce qu'il y avait des poils glanduleux. Là, il s'appelle tomentosum parce qu'il n'y a que des vrais poils. Donc, ils ne sont pas glanduleux, ceux-là. Donc c'est aussi une espèce assez facile à reconnaître grâce à ça. C'est l'épervière laineuse. C'est une plante qu'on trouve dans les Alpes calcaires et qui est assez rare ailleurs, sauf parfois naturalisée. Plante éboulie jusqu'à rocher éboulis jusqu'à 2600 mètres. Ça, c'est un tolpis. Alors, ce tolpis, c'est Tolpis tomentosum, pardon, Tolpis staticifolia, s'appelait avant Hieracium staticifolium. Il y a une bractée, des bractées qui sont sur 2 rangs autour des fleurs, alors que chez les hieraciums, c'est sur 1 rang. Ça explique peut-être qu'avant, on en faisait un hieracium. C'était Hieracium staticifolium, alors que là c'est Tolpis staticifolia avec des bractées sur 2 rangs. Alors là, évidemment, on a du mal à voir les 2 rangs, mais c'est la différence essentielle avec les hieraciums. Là, on a un silène, c'est le silène vulgaris, tout simplement, mais dans sa variété, on l'aurait deviné, la variété prostrata. Prostrata, parce qu'évidemment, elle est couchée sur le sol, c'est une plante basse qui est couchée. Mais ça aussi, c'est la sous-espèce prostrata, c'est sous-fréquent en milieu alpin d'avoir des plantes qui ont cette altitude. Alors, tous les massifs montagneux de France, elle existe dans tous les massifs montagneux de France, c'est la sous-espèce prostrata. L'autre, c'est la sous-espèce vulgaris, alors elle est droite sur la tige. Ça, c'est une campanule extrêmement commune dans les Alpes, c'est Campanula alpestris. Alors, on la reconnaît très facilement à cause de ses grosses fleurs. Les fleurs sont vraiment grosses par rapport aux autres campanules. Alors, elle est souvent par groupe. Il n'y a qu'une fleur par tige. Les tiges sont souvent groupées parce que la souche produit aussi plusieurs tiges. Il y a des longs rameaux à la souche, donc qui fait qu'il peut y avoir plusieurs tiges. Un gypsophile, le gypsophile rampant, un gypsophile repens, 20 à 40 cm, Jura, Alpes, Pyrénées. On la trouve entre 1200 et jusqu'à 2800 mètres. Mais aussi, on peut la trouver plus bas, s'il y a des éboulis ou si elle est emportée par les torrents. On peut la trouver jusqu'à 400 mètres. Voilà le gros plan de ce gypsophile repens. Alors ça, c'est un Clinopodium alpinum, qui s'appelait avant Acinos alpinus. Je donne ces noms-là parce que moi, c'est les anciens noms que j'avais appris. Donc, je suppose que je ne suis pas tout seul et que ça vous permet de vous repérer. Acinos alpinus, c'est le calamant des Alpes. Alors, il y a une grande corolle odorante. La corolle fait 12 à 20 mm, donc c'est très grand. Et ça permet de la différencier de Clinopodium acinos, avec des fleurs beaucoup plus petites et de moins de 10 mm. Là, c'est vraiment d'une grosse fleur. Et la plante fait elle-même entre 5 et 20 cm. Alors, on commence à Saint-Pervivum arachnoideum. Alors là, on a un superbe touffe d'arachnoideum. Bon, alors on ne présente plus cette plante, mais bon, on ne peut être qu'admiratif devant une touffe pareille. Alors, elle est extrêmement commune, mais néanmoins très belle. Alors, toutes les montagnes de France, sauf, paraît-il, dans le Jura, j'ai découvert ça en feuilletant un livre, bon, curieux. Là, un sédum acre, aussi des superbes touffes de sédum acre, dans la même région. Bon, c'est aussi une plante très courante, on la trouve aussi en plaine, à touffes de 0 à 2800 mètres. Alors, il y avait des touffes magnifiques, et regardez un peu les mélanges de plaques qu'on a. C'est exceptionnel. Alors, c'est dommage, parce que pour prendre ces photos, on est forcé de se mettre à plat ventre, et on écrase tout. Quelle période ça? Quelle époque? Juillet, pareil. Comment?
C'est juillet aussi, ça? Oui. Tout est une semaine en juillet. Ouais, merci. Une Minuarcia laricifolia, c'est une Caryophyllacée, famille des œillères, 10 à 30 cm de haut. Alors, elle appelle laricifolia, ça veut dire feuille de mélèze, parce qu'elle a des feuilles très fines et très longues. Je ne sais pas si on le verra mieux sur la photo qui est là. Ouais, on voit la finesse des feuilles. Alors, on la trouve entre 1200 et 2600 mètres. La caractéristique, ce sont essentiellement ses feuilles. Et c'est une plante qui pousse sur terrain granitique, des boulis. Bon, ça, c'est une grande classique des Alpes, la Bistorta officinalis, qu'on appelait avant Polygonum bistorta. Alors, là, elle est facile à reconnaître, celle-là, parce qu'il y en a une autre Bistorta, c'est Bistorta vivipara, mais les vivipara, ça veut dire que les graines germent sur la tige, et donc c'est comme ça qu'on connaît vivipara. Donc celle-là, on ne voit pas ça, c'est forcément officinalis. Voilà, Saponaria osimoides, c'est encore une classique. Alors elle doit son nom à ce que, bon, j'ai jamais essayé, mais paraît-il que quand on froisse les fleurs, ça fait comme de la mousse. Hein. Donc c'est pour ça qu'on l'appellerait osimoides. C'est pas une raison pour vous amuser à froisser les fleurs de ces pauvres plantes. Alors là, ça n'a rien à voir avec les silénacoles qu'on a vu tout à l'heure, il y a des tiges bien développées, hein, on le voit ici par exemple. Et puis, à force d'avancer, on finit par se rapprocher des marais de... Ouais, donc on voit déjà certaines zones humides. Alors, on va arriver près des marais du Bourget, et avant d'arriver, on rencontre ce chardon, un très beau chardon, comme tous les chardons d'ailleurs. Moi, je trouve que les chardons sont magnifiques, ils ont des capitules magnifiques. Alors celui-là, on le reconnaît assez facilement parce qu'il est souvent penché comme ça. Donc c'est Cardelus nutans. Vous voyez, alors ça pique, mais c'est quand même des plantes magnifiques. Alors ces Cardelus nutans, c'est dispersé en France continentale. On le trouve aussi en plaine à 0 mètres, de 0 à 1600 mètres. Par contre, il est absent des plaines méditerranéennes. Alors là, Saxifraga et Isoides, vous avez vu que ça ne manquait pas, il y en avait partout. Au bord de l'eau, bien sûr, ils préfèrent les milieux humides, puis on est près du marais. Alors, elle affectionne les ruisseaux, les rochers, les talus maintenant, et elle est extrêmement abondante, entre 300 et 3000 mètres. Une autre plante caractéristique de ces milieux humides, c'est la Parnassie des marais, Parnassia palustris. C'est la seule espèce de Parnassie en France. Il n'y a pas à se tromper, il n'y en a qu'une. Et par contre, c'est comme tout à l'heure pour je ne sais plus laquelle, il y a 50 espèces dans le genre. Il y a 50 espèces de genre de Parnassie, mais nous, on a le droit qu'à avoir une seule espèce. Une plante qui pousse de 0 à 2300 mètres chez nous. Alors évidemment, on a vu beaucoup de carex. Alors je ne vais pas vous embêter avec ça. Je ne serais pas très embêté de vous donner beaucoup de détails sur les carex. Jean-Claude Roverdeau, par contre, il le ferait sans doute plus parce qu'il les connaît bien. Alors, on en a vu au moins 5 ou 6 dans ces marais. Hein, donc, je vous fais grâce des détails. Je vous présente les deux. Celui-là, parce qu'il est typique et qu'il est quand même facilement reconnaissable, c'est Carex nigra, hein, à cause de son épi qui est bariolé de noir et de vert. Donc, on le reconnaît celui-là assez facilement. Il pousse donc de 0 à 2600 mètres. Il n'y a pas qu'en montagne qu'on le trouve, il y a un peu partout en France, sauf en France méridionale. Et puis l'autre, je voulais... alors il est très commun celui-là. L'autre, je voulais choisir pour la raison inverse, c'est Carex limosa. Alors lui, il est extrêmement rare, il est protégé. Et d'ailleurs, c'était pas avec cette société-là, j'avais fait une autre excursion. On avait vu aussi du Carex limosa aussi. Il y avait quelqu'un du groupe qui est resté à côté jusqu'à que tout le reste du groupe soit passé.
à tel point, dans la région en particulier, il devait être particulièrement menacé. Donc c'est Carex limosa. Ce Carex est très rare. Hein. Mais il est très rare, mais il est présent partout, mais en tant que rareté. On trouve entre 0 et 2600 mètres, dans les tourbières. Et il est disparu en plaine. Donc protégé sur, je vous l'ai dit, protégé sur l'ensemble du territoire français. Il existe, non? Alors ça, par contre, c'est pas protégé, c'est beaucoup plus fréquent. Donc c'est la pyrrole à feuilles rondes, donc caractéristique, très facile à reconnaître par ses fleurs groupées comme ça, et puis par ses feuilles rondes. Mais vraiment pas, on ne peut pas la confondre avec une autre pyrrole. Fleur en drape. Alors elle est fréquente aussi bien en montagne qu'en plaine, hein, jusqu'à 2200 mètres, on peut la trouver. On a un Oxytropis aderi, ce qui s'appelait avant Astragalus sericeus. Alors là, on voit, j'ai noté qu'on voit les pétales pointus. Voilà, le pétale supérieur, le pétale de la carène doit être pointu. On le voit ici qui est pointu, donc c'est bien un Oxytropis et non pas un astragale comme il avait été identifié au départ. Alors, il est caractéristique celui-là avec ses fruits dressés vers le haut. Un buplèvre, alors c'est une apiacée, les buplèvres sont des apiacées. Alors le buplèvre fausse renoncule, c'est pour ça que je précise que c'est une apiacée. C'est un des buplèvres les plus faciles à reconnaître à cause de ses feuilles qui sont comme des gaines presque autour de la tige, et puis de ses fleurs qui évoquent très vaguement des renoncules malgré tout. Et les feuilles qui embrassent la tige, ça c'est une caractéristique. C'est une espèce assez rare, hein, une espèce rare des Alpes internes. On la trouve en Maurienne, au Queyras en particulier, entre 1200 et 2002. Ah, j'avais oublié celle-là. Chondrosas, ça c'est l'Androdas septentrionalis, mais elle est en fruits. Malheureusement, je ne l'ai pas vue en fleurs. Elle est en fruits. Alors, elle n'a pas été vue dans le marais. Hein. Ce n'est pas spécialement une plante des marais. Elle a été vue dans les prairies qui étaient à côté des marais. C'est une plante de 5 à 30 cm. Les fleurs sont blanches, mais bien sûr, on ne les voit pas ici. Et les pédicelles sont en ombelle comme ça. C'est assez rare dans les Alpes internes. Voilà, on est au col de l'Izoard maintenant. Alors là, comme je vous disais tout à l'heure, le col de l'Izoard, c'est donc 2360, c'est la porte d'entrée du parc national du Queyras. Alors, une autre androsace qui n'a à voir avec l'autre que simplement le fait qu'elle est fanée, c'est Androsace adfinis de l'espèce Brigantiaca, ça veut dire de Briançon, Brigantiaca. Alors, les fleurs qu'on voit par là sont rosées ou blanchâtres et disposées par... on comprend qu'elles sont disposées par groupe en une sorte d'épi. Vous l'appelez donc les feuilles étroites à la base hein, et qui sont dentées. Alors, c'est la sous-espèce justement Brigantiaca hein, de Briançon qui est caractérisée par ces feuilles dentées qu'on voit. Si on grossit, voilà. Vous voyez qu'elles sont dentées. Ça, c'est la caractéristique de la sous-espèce Brigantiaca. Donc 1600-2800 mètres. Bon, ça, c'est beaucoup plus commun. Pédicularis combosa. Les pédicularis sont tous passés dans les orobanchacées, jusqu'à avant dans les scrofulariacées. Ce pédiculaire combosa, donc il a les fleurs blanches, il aurait des fleurs jaunes, ça serait une autre... attendez, je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est la sous-espèce combosa, c'est pas marqué, celle-là, parce que les fleurs sont blanches. Sinon, la sous-espèce qui a des fleurs jaunes, c'est la sous-espèce Asparagoides. Donc c'est une plante qui pousse entre 1200 et 2400 mètres. Alors ça, bon, c'est rose, mais ça n'a rien à voir avec la plante. Qu'est-ce qui se passe là ? La plante précédente, c'est un Pideucularis gyroflexa
parce qu'il a ses fleurs disposées sur une spirale, hein, d'où son nom Gyroflexa. Là, on ne peut pas se tromper dans l'identification de cette plante, à cause de la couleur de ses fleurs et de leur disposition. Donc 1200, 2400 mètres. Alors ça, on a encore là c'est une astragale. Vous voyez, on ne peut pas se tromper, là, le pétale de la carène n'est pas spécialement pointu. Vous voyez, il est rond, ça doit être un étang. Donc c'est bien un astragale, Astragalus danicus, astragale du Danemark. On le trouve depuis les Alpes du Sud jusqu'à la Savoie, sur les pelouses basiphiles. Et bon, pareil, on peut le trouver assez bas, jusqu'à 400 mètres quand il est entraîné par des éboulis. Sinon, il se focalise sans doute, certainement, probablement entre 1200 et 2600 mètres. Alors là, on a un Oxytropis, on voit bien, celle-là c'est typique, hein, avec le pétale pointu de la carène. Oxytropis laponica, avant il s'appelait Astragalus laponicus, mais l'étendard pointu dirigé vers le haut donc ne permet pas de faire d'erreur. Donc 5-15 cm, 1700 à 2300 mètres sur pelouse basophile. Voilà une vue des alentours donc du col de l'Izoard. Alors, moi, on a tendance à dire que c'est désertique. Bon, non, mais je vous rappelle aussi la conférence que j'ai faite il y a un certain temps, les déserts, on trouve aussi beaucoup de plantes. Bon, passons là-dessus. On a l'impression que c'est désertique, mais chaque point vert, c'est une touffe de plantes, ou de plusieurs espèces. Donc il y a quand même pas mal de végétation, contrairement à l'aspect général. Comment? C'est à combien de mètres? L'Izoard, il est à 2000. Non, j'ai dit tout à l'heure 3000, je ne sais plus combien. 2000, je ne sais plus combien. 2600. Ouais, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Bon, donc alors, en fait, l'Izoard, c'était la première fois que j'y allais quand j'ai pris ces photos. Et bon, j'avais beaucoup entendu parler, c'est pour ça que j'étais trop content de m'y trouver. L'Izoard, mon expérience personnelle, d'après mon expérience personnelle, ce que je peux en dire, c'est que sa caractéristique, c'est pas tellement une diversité très élevée, mais l'existence de plantes remarquables, ou de plantes qui n'ont pas leur place là, mais qu'on trouve quand même. Parce que, par rapport à certaines régions où la diversité spécifique est importante, l'Izoard, moi, il ne me paraît pas si riche que ça. Mais c'est la nature des plantes qui est intéressante. Salix serpillifolia, donc on va passer un peu plus vite. Alors, les fleurs, on les voit, elles sont en bouton. Et donc là, c'est une plante extrêmement petite, encore un saule nain, mais à ras du sol. Une Arenaria multicolis, donc c'est la sabine à plusieurs tiges qu'on appelle. Elle se rencontre principalement sur le sol rocailleux et calcaire. Et là, un Oxytropis aussi, donc Oxytropis fetidus. Donc on va passer un peu vite sur ces plantes qui sont assez communes. Voilà. Par contre, quelques mots là-dessus. C'est Onobrychis montana. Cette Onobrychis montana, c'est une plante qu'on rencontre d'habitude très fréquemment dans les prairies et au bord des chemins quand on se promène. Alors, à la limite, que fait-elle à l'Izoard? Ça fait partie des plantes que je dis qu'on est surpris de rencontrer quand on va là-bas. Celle-là, la Celsson d'Oronique. Bon, on ne s'attend pas à trouver cette Celsson d'Oronique au milieu des plantes rases qui sont tout autour. C'est encore c'est une plante fréquente, mais quand on y réfléchit et qu'on connaît l'altitude du développement de la doronique, elle peut aller jusqu'à 2800 mètres. Alors finalement, on est rassuré, on dit elle est quand même à sa place. Mais par rapport, une des surprises que j'ai vues, toutes ces plantes, ça aussi c'est pareil. C'est le Glossum viridé, c'est encore une surprise. C'est typiquement, normalement, une plante de pelouse et prairie mésophiles. Alors là, on a vu que c'était un milieu plutôt sec. Alors, on peut se dire, bon, mais pourquoi pas aussi, on peut la trouver de 0 à 2700 mètres, alors pourquoi pas à l'Izoard. Valeriana montana, même chose, c'est la valériane des montagnes, elle fait 20 à 50 cm, elle est assez répandue dans les Jura, les Alpes, les Pyrénées. C'est une espèce de sous-bois clair,
normalement, typiquement, et d'éboulis ombragés. Hein. Là, il n'y a pas beaucoup d'ombre quand même sur l'isoar. Enfin bon, je passe là-dessus. Ça, par contre, c'est le plus intéressant. C'est Valeriana saliunica, la valériane des débris, qui pousse entre 1800 et 3000 mètres. Alors là, on arrive vraiment dans la série des plantes, hein, je vous les ai présentées dans cet ordre-là exprès, dans la série des plantes dont la présence était très attendue. C'est le cas aussi de ce Cerastium. Cerastium latifolium, à grandes fleurs, plante typique des éboulis et des rocailles calcaires des Alpes. Et puis Viola senesia, alors celle-là on s'attendait vraiment à la trouver, hein. C'est une plante typique des rochers qui pousse à haute altitude, en 2800 mètres. Plante des rocailles, des éboulis calcaires d'altitude dans les Alpes. Et en elle-même, c'est déjà une petite merveille. Et celle-là aussi, hein, c'est une brassicacée, c'est Brassica repanda. Brassica repanda, c'est une autre merveille. Cette plante à fleurs jaunes est assez grande, on ne peut pas passer inaperçue. Et celle-là, elle pousse carrément dans une fente d'un gros rocher qu'il y avait au bord du sentier, en profitant d'une fente. Alors, elle affectionne les éboulis fins et les éboulis mouvants, hein, mais dans le creux de ces rochers, il y avait ce type de substrat. Et puis enfin, c'est aussi une plante dont j'avais entendu parler, et c'est aussi pour ça que j'y allais, c'est Berardia lauginosa, hein, qui a aussi changé de nom, qui s'appelait Subacolis avant. Hein, et moi, c'est la première fois que je voyais cette plante. Hein. Alors, j'aurais été très très déçu. Alors, je l'ai retrouvée plusieurs fois ailleurs. Hein. Bon, mais c'est la super merveille, si je peux dire. Hein, c'est une plante prestigieuse pour de nombreux botanistes. Et alors là, il y en avait en plus, c'est pas ce pied-là, il y en avait des dizaines et des dizaines de pieds, mais sur une pente à cailloux assez ardue. Donc, tout le monde était accroché aux cailloux pour la prendre en photo. Bon. Plante à gros capitules, comme ça se voit, c'est vraiment extrêmement typique. Donc, elle est éboulis basiphiles. Elle se cantonne dans les Alpes du Sud, entre 1200 et 3000 mètres. Et là, elle est assez commune dans les Alpes du Sud. On ne la trouve pas ailleurs. En particulier dans les Hautes-Alpes, elle est extrêmement fréquente. Et c'est par elle que je terminerai ma présentation. Monsieur le Président, je suis à la